16 000 hectares partis en fumée en quelques heures. Du jamais vu depuis 1949, le méga-feu dans l'Aude a été d'une violence rare. Les flammes attisées par la sécheresse, la chaleur et le vent. Retour sur les faits avec Kylian Chaput. Vu du ciel, les forêts de l'Aude sont devenues des cendres sur des kilomètres. 16 000 hectares déjà ravagés. Au sol, plus de 2000 pompiers sont déployés pour maîtriser l'incendie. On est en train de faire les lisières pour éviter qu'il y ait des reprises de feu. Ouais, c'est parce que c'est très chaud, donc on refroidit. C'est le risque, c'est qu'il y ait un départ, que ça reparte et que le feu reprenne. 600 véhicules mobilisés. Dans les airs, l'intégralité des moyens du pays sont utilisés. Les Canadair et les Dash multiplient les largages. Le feu se serait déclaré hier à Ribaute, à 40 km de Narbonne. Depuis, les flammes progressent à 5 km/h en direction de la côte. Sur son passage, le brasier a touché une quinzaine de communes. Les habitants forcés d'évacuer. J'ai pas pu faire grand-chose, si ce n'est demander aux pompiers de venir. Et en fait, dès qu'ils sont arrivés, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était déjà trop tard et j'ai tout abandonné derrière moi. Cet après-midi, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place, à la rencontre des secours, inquiets pour les prochaines heures. Avec le vent qui va se relever et peut-être dans le mauvais sens, donc ça va réactiver des lisières. Parce que là, c'est le vent marin qui s'est levé. C'est ça, mais demain il va être plus fort. Pour leur venir en aide dès demain, des militaires seront déployés. La catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. Des milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. François Bayrou n'exclut pas de demander de l'aide à d'autres pays européens si les pompiers français ne parviennent pas à maîtriser la situation. Et on va prendre la direction de Saint-Laurent de la Cabreries dans l'Aude où nous attend notre envoyée spéciale Sophia Dolé. Sophia, vous êtes devant le poste opérationnel, le poste de commandement. Un peu plus de 24 heures après ce départ de feu, le départ de ce méga-feu, où en est-on ? Écoutez, lors d'un dernier point d'information, ce que nous ont dit ici les pompiers présents dans ce poste de commandement, c'est que l'incendie se propage un peu moins rapidement que lors des dernières heures. Imaginez, il se propageait à une vitesse de 1000 hectares par heure qui partait en fumée. Alors même s'il a l'air un peu plus lent, entre guillemets, sur le terrain, pour les pompiers, ils nous le disent bien, ça ne veut pas dire que le feu va bientôt être maîtrisé, parce que sur le terrain, les conditions restent très défavorables pour le travail des pompiers. Il y a un vent qui est très changeant, qui force les pompiers à refaire leur dispositif constamment pour s'adapter au sens du vent. Il y a toujours ce taux de sécheresse qui est extrêmement important et qui donc fait en sorte que la végétation part très facilement en fumée toute la journée. 2100 pompiers ont été déployés sur le terrain, appuyés par 600 véhicules et des moyens aériens comme des Canadair ou encore des Dash. À l'heure actuelle, 11 pompiers au total depuis le début de cet incendie ont été blessés, dont un plus grièvement. Il y a toujours, à l'heure où on se parle, selon la préfecture, 3 personnes qui sont désignées comme étant absentes selon leurs proches, dont les proches sont sans nouvelles. Et les autorités surtout insistent encore ce soir sur le fait qu'il faut que les personnes restent confinées chez elles, qu'elles n'encombrent pas les lignes d'appel pour les pompiers et surtout qu'elles attendent les instructions des autorités avant de bouger. Merci beaucoup Sophia pour ces dernières précisions. Nous allons rejoindre à présent Bruno Tessier-Ducrot. Vous êtes expert à l'Office national des forêts. On va revenir avec vous sur la nature de cet incendie. Rapide, violent, 100 hectares ravagés par heure. C'est le pire des scénarios selon vous ? Alors tout à fait, c'est un des scénarios les pires parce que vous avez vraiment tous les éléments qui se sont combinés pour avoir un feu d'ampleur. Comme ça a pu arriver malheureusement, alors moi je suis expert DFCI dans le Var et en 2021, on a eu les mêmes configurations qui ont amené à avoir alors peut-être à une surface inférieure, 8000 hectares, mais avec des dégâts très conséquents également. Alors, il existe aujourd'hui des obligations légales en matière de déboisement, en matière de débroussaillement ou encore de reboisement, notamment pour les particuliers. Toute personne qui possède un terrain exposé au risque d'incendie est concernée. Qui
veille au respect de ces règles-là? Alors, qui veille au respect de ces règles? C'est tout simplement dans le cadre des préfets. En fait, chaque préfet a ce rôle de réaliser et le contrôle se fait notamment pour le compte du préfet, c'est souvent l'Office national des forêts ou alors c'est les communes, puisque chaque maire a également sa responsabilité sur le sujet. Alors pour revenir sur ces obligations, donc en cas de proximité avec une zone à risque, il faut aussi supprimer les broussailles, les branches mortes, les végétations trop denses, élaguer certains arbres. La sanction en cas de non-respect, jusqu'à 1 500 € d'amende. Ces consignes, selon vous, sont-elles suffisamment respectées? Alors, le respect, il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'on peut constater qu'un tiers, en fait, quand on fait des contrôles, des obligations sont respectées, sont conformes, qu'il reste encore un tiers où les choses sont encore à faire et que vous avez encore un autre tiers où ce n'est pas fait. Donc, il y a encore énormément de travail en termes de prévention et malheureusement parfois de répression. Alors justement, la répression, est-ce qu'elle est suffisante selon vous? Je parlais il y a quelques instants de cette amende qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Faudrait-il qu'elle soit plus importante, selon vous? Alors, on a un outil juridique qui maintenant est établi depuis 2-3 ans, maintenant 2 ans on va dire, et cet outil, on doit le laisser vivre pour arriver à voir si effectivement c'est efficace ou pas. Et l'objectif, en tout cas ce qu'on peut constater, c'est que le préventif permet quand même 90% du travail. Donc, c'est avant tout de continuer à travailler sur le préventif, le répressif étant vraiment la dernière solution quand il n'y a vraiment pas de solution autre que d'établir un procès verbal, une contravention. Alors, il y a le déboisement obligatoire, on vient d'en parler, et après le reboisement. C'est-à-dire qu'il faut choisir des espèces résistantes au feu. Lesquelles, par exemple? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Quand vous avez un feu, il faut comprendre que la forêt, la nature est infiniment plus efficace que nous et que de reboiser, si on se mettait à reboiser à tout va, on se retrouverait avec plus de problèmes qu'autre chose. Donc, l'objectif, c'est de bien vérifier, bien attendre que la végétation repousse. Et là, quand vous avez des situations où ça ne repousse pas, alors là, il peut y avoir une réflexion de replanter. Et la replantation se fait pas forcément en fonction du milieu, évidemment. On ne va pas mettre n'importe quoi pour retrouver une forêt. Mais est-ce que, par exemple, il est déconseillé, voire interdit, de replanter des végétaux extrêmement inflammables, comme les pins ou les cyprès? Alors, effectivement, notamment pour le cyprès, il y a de plus en plus d'une campagne de prévention pour éviter à tout prix d'avoir des cyprès, notamment à proximité de la maison. Mais les cyprès, effectivement, ça fait partie des espèces qu'il faut à tout prix éviter, en tout cas à proximité de la maison. Alors, pourquoi pas en forêt, mais ça ne fait pas partie des espèces auxquelles on pense pour replanter en forêt. Alors, déboiser, reboiser, forcément, cela représente un coût, notamment pour les particuliers. Est-ce que le fait d'avoir une aide, de bénéficier d'une aide publique, cela pourrait contribuer à une meilleure prévention et à une meilleure application de ces consignes? Alors ça, c'est de la politique nationale et là, moi, je suis expert des FCI, je ne peux pas forcément vous répondre sur ce sujet-là. C'est un sujet national qui ne peut être vu qu'au niveau de l'État et ça, je ne suis pas capable de vous répondre à ça. Juste peut-être un conseil en ce qui concerne, j'imagine que vous suivez de très près ce qui est en train de se passer dans l'Aude, puisque les pompiers sont toujours, donc, luttent toujours actuellement contre les flammes. Avez-vous déjà vu ce genre de feu? On sait que ce méga-feu, on n'en a pas connu depuis 1949. Est-ce que ce genre, en tous les cas, de situation, de spectacle, de désolation, de scène d'apocalypse, vous en avez déjà vu comme ça? Alors oui, tout à fait. Moi, je pense au feu on l'appelle Gonfaron 2021, donc dans le Var, où on s'est retrouvé
dans une situation équivalente et qui a effectivement détruit complètement 150 maisons. Et vous avez pratiquement 350 bâtis qui ont été détruits avec des flammes gigantesques, avec une vitesse de propagation dont le record a été à 7 km/h sur une crête. Donc on se retrouve à peu près dans les mêmes configurations, même si effectivement la surface n'est pas aussi élevée que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'Aude. Merci beaucoup Bruno Tessier-Ducrot. Merci pour nous avoir apporté votre expertise. Près de 25 maisons ont totalement été détruites par les flammes, principalement à Saint-Laurent-de-la-Cabreries. C'est l'un des villages les plus touchés. Les sinistrés ont été surpris par l'avancée fulgurante des flammes. Tout s'est joué en quelques minutes et certains ont tout perdu. Voici leur témoignage, le récit d'Isabelle de Lyon. On ne s'est pas trop occupé de nos biens à nous, donc quand on est arrivé ici, c'était déjà tard. Les flammes passaient déjà au-dessus de la maison. 5 voitures, 2 bateaux, des remorques entièrement calcinées. Et dans la maison, des vitres explosées, mais il n'a pas la force d'entrer voir les dégâts. Je me donne un peu de temps pour souffler. Demain matin, on prendra le temps d'aller voir ce qui se passe dedans. Constater les dommages est pour les sinistrés une véritable épreuve. Dans le village de Coustouge, cette maison a été entièrement dévorée par les flammes. Sous le choc, sa propriétaire accepte de témoigner, à condition qu'on la filme de dos. Ça, c'était notre résidence principale, qu'on avait quasiment terminé de rénover. On avait une magnifique vallée, on avait tout ce qu'il fallait, c'était le paradis. Hier, elle et son mari ont été évacués par 2 pompiers, alors que le feu les encerclait. Il y avait un vrombissement, c'était irréel. Et les pompiers, les 2 petits jeunes qui étaient là avec nous, nous ont dit « Partez. Là maintenant, il faut ». Ils ont été ouvrir aux chevaux, ils ont mis les autres animaux avec moi dans la voiture et on est parti. Ils ont limite risqué leur vie. Je pense que s'ils n'étaient pas arrivés, on aurait pris 5 minutes de plus et on serait mort à l'heure actuelle. Ils nous ont sauvé la vie. Ils n'ont pu emporter que leurs papiers et leur ordinateur. Vigneron, Laurent Linière a quant à lui perdu tout son outil de travail. Voici sa cave de vinification. Elle est encore en train de brûler. Ça fait 28 ans que je suis viticulteur ici et mes parents étaient viticulteurs avant moi. C'est 40 ans de travail qui sont détruits en fait. Aux côtés des pompiers, hier, il a tout tenté. Mais ils ont manqué d'eau. Il y avait tellement de demandes à un même moment. Et il fallait aller chercher la ressource tellement loin que ça crée une rupture à un moment donné. Donc ce qui veut dire que vous luttez contre le feu, mais à un moment donné, vous vous retrouvez à court d'eau. Cet après-midi, enfin, ils ont pu noyer les braises. Nous sommes en ligne avec José Murer. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de la maison d'hôtes Le Petit Clos à Fonjoncouze. Vous avez pris la décision d'évacuer votre établissement hier soir. On a vu ces images spectaculaires, les dégâts provoqués par ce méga-feu. Là, à l'instant où nous nous parlons, que voyez-vous autour de vous ? Pour l'instant, nous, on a été accueillis dans un domaine à une vingtaine de kilomètres, dans la commune de Bisanette, qui a d'ailleurs connu un incendie assez important il y a quelques semaines. Donc là, on ne voit rien, plutôt de la garrigue proche. Par contre, le feu est de l'autre côté de la colline. Toute l'après-midi, il a brûlé sur la commune de Tézan. On voyait quand même des colonnes de fumée et des flammes de façon assez importante. Avec l'intervention aussi, j'imagine, des pompiers, des canadaires, des hélicoptères. Il y a encore 5 minutes, et les canadaires étaient sur les foyers encore. Alors, vous ne faites pas partie des 4000 personnes, des quelques 4000 personnes relogées provisoirement, mais non, vous n'avez pas regagné votre domicile. Je crois que vous vous trouvez actuellement dans un camping-car. Exactement. Parce que votre habitation a été touchée. Pourquoi ? Racontez-nous votre soirée, votre nuit d'hier soir, la nuit dernière, s'il vous plaît. Bon, en fait, quand ça a commencé à dégénérer en fin d'après-midi, que les fumées commençaient à devenir importantes, effectivement, on a reçu l'ordre de la part de la mairie de rester confinés. Sauf qu'à partir de 20h30, 21h, les flammes commençaient vraiment à entourer le village de façon très très importante et de façon très très rapide. Et donc, on a décidé de partir. Et je pense qu'on était vraiment quasiment les derniers à partir. Et je pense que l'ordre d'évacuation a dû être donné juste après, parce que les flammes étaient vraiment au en train d'entourer le village et de brûler toute la garrigue autour de Fonjoncouze.
On a vu ces dégâts très importants, ces spectacles de désolation, mais aussi ces maisons entièrement détruites. On a vu aussi que la solidarité jouait à plein. Est-ce que vous avez pu en être témoin ? Tout à fait, puisque nous on a été très gentiment reçus, je vous dis, sur un parking d'un domaine qui est à 20 km, chez des parents d'un voisin qui tiennent un domaine très sympathique et qui nous ont accueillis, et d'ailleurs on est en train de partager le repas avec eux pour la deuxième fois. Voilà, donc c'était très très sympa de leur part. Alors, je ne savais pas du tout où aller. Ce méga-feu, il a parcouru donc 16 000 hectares. C'est du jamais vu depuis 1949. Un feu d'une intensité aussi forte, avec des flammes qui avancent aussi rapidement. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Est-ce qu'il y a eu de la peur, de l'appréhension ? Parce que, on le rappelle, le département de l'Aude était déjà placé en alerte rouge au risque d'incendie depuis le matin. Est-ce que vous étiez préparé, en tous les cas psychologiquement, à possiblement vivre ce genre de scénario ? On l'est toujours quand on habite dans l'Aude, et surtout que ça fait 15 jours qu'on a énormément de vent. Donc on est toujours un peu sous crainte, et c'est vrai que cet été, il y a déjà eu 3 feux importants. Donc on est toujours sous la crainte d'un départ de feu. Hier, on était plutôt serein en début d'après-midi parce que le feu se déplaçait pas vers notre village, donc on était plutôt serein. Par contre, au dernier moment, vers 20h, 20h30, le vent a changé de direction et s'est vraiment retourné vers le village de Fonjoncouze et a commencé à embraser de façon très très rapide et de façon très très brutale toute la garrigue tout autour. Donc c'est pour ça qu'on a changé un petit peu d'avis et qu'on n'a pas voulu rester confinés. Merci beaucoup, José Meurer, pour votre témoignage et puis plein de courage et patience pour cette nouvelle nuit qui vous attend. Merci beaucoup. Une catastrophe d'une ampleur inédite. Voilà les mots de François Bayrou qui s'est rendu tout à l'heure sur place. Le feu s'étend donc sur des dizaines de kilomètres. Les flammes ont parcouru plus d'une fois et demie la surface de Paris. Paysage d'apocalypse particulièrement saisissant vu du ciel. L'une de nos équipes a pu monter à bord d'un hélicoptère de la sécurité civile. Reportage signé Odile Longueval avec Océane Lavalette. Vu du ciel, c'est un monstre incandescent qui dévore tout sur son passage. D'ici, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en plus de réaliser la violence des reprises, on voit à quel point elles sont disséminées à travers le massif. Pour comprendre l'ampleur de ce feu historique, nous avons survolé la zone incendiée, encore en proie aux flammes cet après-midi. Prendre de la hauteur permet aussi de voir ces feux qui se situent en haut du massif, particulièrement difficile d'accès. C'est là que les Canadair vont devoir faire le gros du travail pour ralentir leur progression. Au loin, le village le plus sinistré, Saint-Laurent-de-la-Cabreries, est encore sous un épais panache de fumée. Des images dantesques à côté de paysages lunaires, à perte de vue, une forêt d'arbres calcinés. Les longées nous mènent à la genèse de la catastrophe, là où tout a commencé. Nous sommes actuellement en train de survoler le village de Ribaud. C'est ici que le feu a commencé et prendre de la hauteur permet de comprendre la vitesse à laquelle il s'est propagé sur des milliers d'hectares. Sur les routes en dessous de nous, personne d'autre que les pompiers. Des camions partout dans le massif pour guetter la moindre reprise sous le balai incessant des moyens aériens. Lors de nos déplacements, nous sommes évidemment guidés par les contrôleurs aériens qui sont chargés d'assurer une bulle de sécurité tout autour de l'incendie afin que les Canadair, les Dash et les hélicoptères bombardiers d'eau puissent intervenir. Ce soir encore, le feu reste très actif, alors que certains experts disent déjà de lui qu'il pourrait être le plus grand incendie enregistré en France depuis 50 ans.